et du support juridique au sein du groupe ADP. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle rencontre dédiée aux actualités sociales. Je vous propose d'exposer ensemble ce qui va changer en 2015 pour vos entreprises, les réformes législatives et leur impact financier. Tout au long de cette présentation, vous aurez la possibilité d'adresser vos questions sur les différents thèmes qui seront abordés. Je vous remercie par avance de le faire via le chat. Nous tenterons d'y répondre dans les plus brefs délais. Alors, 2015 ne fait pas exception aux années précédentes. C'est une année qui présente un certain nombre de nouveautés, de réformes engagées, promis, et qui, pour les entreprises qui vous concernent, bien évidemment, constituent un enjeu majeur, tant en matière de gestion des ressources humaines qu'en matière d'impact financier sur les paies. Alors, quelles sont donc ces réformes spécifiques? Il s'agit en l'occurrence du pacte de responsabilité qui est entré en vigueur au 1er janvier dernier, comprenant la nouvelle législation liée à la réduction bas salaire dite réduction Fillon, mais également l'instauration d'un double taux de cotisation allocation familiale. Nous verrons ensemble le nouveau cadre juridique par lequel un jeune étudiant ou lycéen pourra réaliser un stage en entreprise. Nous dirons quelques mots également sur la pénibilité, tant bien évidemment relativement aux différents facteurs existants et les cotisations qui vont venir financer ce dispositif. Enfin, nous achèverons notre présentation par ce qui va changer pour vous et vos salariés à compter du 1er juin prochain, et en l'occurrence, le mode de financement de la portabilité des garanties complémentaires. Alors, pacte de responsabilité, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la traduction législative de la volonté du gouvernement de poursuivre la réduction du coût du travail en France. Pour ce faire, nous avons connu il y a 2 ans la mise en œuvre du crédit d'impôt compétitivité et emploi. Il avait mis sur pied un dispositif de crédit d'impôt lié au résultat fiscal de l'entreprise. Cette fois-ci, on va plutôt aborder cette réduction du coût du travail via la réduction de charges sociales. De quelle manière? En instaurant un dispositif de réduction dit renforcé, par la procédure suivante: l'élargissement des taux de cotisation de sécurité sociale patronale à compter du 1er janvier dernier. Jusqu'au mois de décembre 2014, étaient éligibles à cette réduction dite bas salaire les cotisations patronales de maladie, vieillesse plafonnée et déplafonnée, et les cotisations allocation familiale. Depuis le mois de janvier, s'ajoute à ces premières cotisations la cotisation employeur FNAL, la contribution solidarité autonomie et la cotisation accident du travail maladie professionnelle. Par ce biais, on renforce la réduction du coût du travail en France, et notamment pour les entreprises de plus de 20 salariés grâce à l'accroissement du coefficient maximum. Alors, avant d'y venir, ce coefficient maximum qui était porté par la loi sera de nouveau porté par un décret, puisqu'il devra tenir compte impérativement du nouveau taux de cotisation allocation familiale en cas de rémunération inférieure à 1,6 fois SMIC. Cette réduction du taux de cotisation que nous allons voir dans un instant portera cette cotisation à 3,45%. Elle tiendra compte également, cette réforme, de la hausse progressive des taux de cotisation vieillesse, tant plafonnés que déplafonnés, que nous avons connus pour les premières, dans une première étape en novembre 2012, et pour la première et la seconde depuis janvier 2014. Alors, sans rentrer dans un détail technique, sachez que sont prises en considération la somme ou les sommes des cotisations patronales dues par l'entreprise. C'est dans la nouvelle formule de calcul, cette nouvelle valeur dite T. Cette nouvelle valeur dite T est déterminée au regard également de l'assujettissement de l'entreprise à la contribution FNAL. Cette valeur T, pour les entreprises qui comptent moins de 20 salariés
sera donc de 27,95%, et pour les entreprises qui comptent au moins 20 salariés, cette valeur T sera de 28,35%. Pour les entreprises qui comptent au moins 20 salariés, l'augmentation du bénéfice de la réduction dite bas salaire est de l'ordre de 10%. Dans le tableau que vous avez en bas de présentation, pour ces premiers groupes d'entreprises, la réduction avec une valeur SMIC 2014 va passer pour un salarié rémunéré à hauteur du SMIC de 376 € à 410 €. À dire vrai, pour les entreprises qui comptent moins de 20 salariés, il s'agira d'une réduction qui est à peu près linéaire et équivalente d'une année sur l'autre. Alors, cette valeur T doit également comprendre le cas de lissage des effets de seuil. Je pense ici aux entreprises qui seraient passées d'un nombre de salariés inférieur à 20 salariés à plus de 20 salariés, et tous les dispositifs qui conduisent justement à ce qu'il n'y ait pas d'impact immédiat de la hausse de cotisation finale. Dans une seconde partie de cette formule, on retrouve des identifiants A et B. A concernera les entreprises du domaine du transport routier pour lesquelles il y a une obligation de rémunération des heures d'équivalence. Ici, il y aura un rapport déterminé que vous connaissez sans doute déjà, 40 sur 35 et 45 sur 35 en cas de transport courte distance ou de longue distance, et le coefficient B qui, lui, concerne essentiellement les entreprises adhérentes à une caisse de congés payés. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a lieu de tenir compte, bien évidemment, toujours des heures supplémentaires et complémentaires qui sont rémunérées et versées aux salariés et qui s'ajoutent ici au SMIC annuel. Rappelons qu'il s'agit d'un dispositif annualisé et qui donne lieu, le cas échéant, à une régularisation progressive. Enfin, dernier mot sur les pratiques à réaliser et la détermination de ce coefficient. Il convient également d'apporter une attention toute particulière à ce que nous appelons la proratisation du SMIC. C'est un point névralgique du dispositif et qui aboutit à des contrôles extrêmement rigoureux de la part des URSSAF et par voie de conséquence un certain nombre de redressements, parce que ici encore tous les éléments doivent être étudiés à la loupe, y compris lorsqu'il y a suspension du contrat de travail, absence pour maladie, à titre d'exemple. Jusqu'en 2014, les entreprises pouvaient bénéficier, lorsqu'elles rémunèrent des périodes de pause, habillage, déshabillage et douche, bénéficier d'une déductibilité du brut SS entrant dans le dispositif de réduction Fillon. Les entreprises également bénéficiaient d'une déductibilité de la majoration des heures d'équivalence dans la limite de 25%. Ces deux déductibilités étaient permises sous condition de date d'accord collectif les mettant en œuvre. Ce droit-là et ce bénéfice de déductibilité est définitivement abrogé à partir de 2015. Par voie de conséquence, lorsque bien évidemment je ne suis plus en mesure de réduire le brut participant à la réduction Fillon et en l'occurrence la détermination de ce coefficient, bien évidemment le bénéfice de la mesure est moindre. Enfin, quelques mots sur les adaptations textuelles. Vous disais-je tout à l'heure, les coefficients à venir doivent tenir compte de la hausse progressive des taux de cotisation vieillesse. On rappellera également une gestion particulière pour les contrats de travail à durée déterminée, puisque ces contrats de travail bénéficient bien évidemment de la réduction bas salaire dite Fillon, mais en même temps, il y a lieu de déterminer le bénéfice de cette réduction-là et son montant de manière totalement étanche d'un contrat à l'autre. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Lorsque, par exemple, un premier contrat de travail déterminé pour un salarié a été exécuté du 1er janvier au 31 mars, le montant ainsi calculé est lui définitif, il n'est pas remis en cause et ne participe pas à un nouveau calcul pour un second contrat qui interviendrait au cours de l'année ou qui suivrait immédiatement celui-ci. En clair, lorsque le contrat
aboutit à un solde de tout compte, le résultat ainsi obtenu est lui acquis de manière définitive au bénéfice de l'employeur. Le pacte de responsabilité a instauré également, grâce à la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014, adoptée l'été dernier, la mise en œuvre d'un double taux de cotisation allocation familiale. Ce double taux permet à l'entreprise de réduire sa cotisation allocation familiale dès lors que la rémunération versée aux salariés est au plus à 1,6 fois le SMIC. Il s'agit là exactement du même point de sortie, 1,6 fois le SMIC, que celui que nous connaissons au titre de réduction bas salaire dite Fillon. Les rémunérations qui sont supérieures à cette limite continuent de donner lieu à une cotisation patronale de 5,25%. Alors, il y a quelques avantages, bien évidemment, à retrouver un point de sortie identique. C'est notamment la permission de réaliser un contrôle dit de cohérence. C'est-à-dire que sur mon résultat paye, lorsque le salarié ou les rémunérations versées aux salariés sont soumises à un taux de cotisation allocation familiale de 3,45%, alors, de facto, je devrais être en possibilité de percevoir ou de bénéficier d'une réduction bas salaire dite Fillon. Il y a une cohérence entre les deux dispositifs dans la mesure où, bien évidemment, j'ai une rémunération versée aux salariés inférieure à 1,6 fois le SMIC. Cela étant, il peut y avoir des cas d'exception sur lesquels je ne vais pas étendre, mais assez mineurs, où ce contrôle de cohérence ne sera pas permis. Rappelons également que s'il s'agit d'un contrôle de cohérence, il ne s'agira pas d'un contrôle dit d'exactitude. Les modalités d'appréciation de cette limite de sortie restent identiques. Alors, on rattachera bien évidemment ces exigences de contrôle à proratisation du SMIC que nous connaissons tant pour la réduction bas salaire dite Fillon que pour le dispositif CICE et aujourd'hui, depuis le 1er janvier, au dispositif du double taux de cotisation allocation familiale. Si on devait donner quelques illustrations de cette nouvelle législation, on peut présenter les choses de la manière suivante. À supposer un salarié percevant une rémunération de 1 500 € au mois de janvier, cette rémunération dite brute SS en technique de paye étant inférieure au niveau de sortie à 1,6 fois SMIC, soit 2 332 € pour 2015, l'employeur est en droit de contribuer à hauteur de 3,45% s'agissant des allocations familiales. Le mois suivant, la rémunération versée aux salariés est de 3 500 €. En cumulé depuis le 1er janvier, le brut soumis à cotisation est supérieur au point de sortie, soit doublé pour les 2 premiers mois à 4 664 €. Que se passe-t-il? La rémunération du mois est toujours soumise au taux de 3,45. Par contre, va venir ajuster pour tenir compte de cette rémunération cumulée au-delà du point de sortie, va venir s'y ajouter une contribution de 1,80% sur les rémunérations versées depuis le début de l'année, c'est-à-dire sur une assiette montant 5 000 €. Cela permettra bien évidemment d'ajuster les contributions dues par l'employeur à l'URSSAF et observer par la même occasion qu'il s'agit là également d'un dispositif dit annualisé et en l'occurrence donnant lieu à des régularisations progressives. Rien n'y contraint. D'un point de vue juridique, la régularisation peut se faire bien évidemment en fin d'année. En pratique, très peu d'entreprises, pour ne pas dire quasiment aucune d'entre elles, ne retient une régularisation en fin d'année, mais plutôt opère par régularisation progressive. Alors on le voit dans le cadre du versement de la rémunération de la troisième année, du troisième mois, le mois de mars, la rémunération est de 2 000 €. En cumulé depuis le début de l'année, la rémunération versée de 7 000 €. On tiendra compte ici, pour déterminer le point de sortie, du nombre d'heures supplémentaires rémunérées, soit 12 heures pour le mois de mars. Globalement, la rémunération versée au cours des 3 premiers mois n'excède pas le niveau de sortie pour le bénéfice du double taux de cotisation allocation familiale. Là, en l'occurrence, on appliquera toujours ce taux de 3,45
sur la rémunération du mois, c'est-à-dire sur une assiette valant 2 000 €. Par contre, on opérera une régularisation par reprise du trop versé au titre de la régularisation opérée au mois de février. Notez également que l'ACOSS a retenu de nouveaux codes CTP permettant de réaliser les déclarations nécessaires sur les DUX et que vous avez en apparence sur la diapositive. Un exemple également d'impact financier lorsque nous évoquions ce sujet-là en introduction. Pour une rémunération SMIC valeur 2014, la contribution de l'employeur en décembre dernier était de 75,88 € en application du taux de 5,25. Le bénéfice de la réduction sur ce taux de cotisation conduit en 2015 au versement d'une cotisation d'à peine 50 €, un différentiel de 26 € et un gain financier pour l'entreprise de 312 €. On reprendra le même exemple, mais cette fois-ci avec une rémunération équivalente à 1,6 fois le SMIC. Et notez que le gain financier pour le mois est de 41,62 €. Pour l'année, il est de l'ordre de 500 €. Une observation particulière dans la mise en œuvre de cette mesure, autant la réduction Fillon bas salaire est un dispositif dégressif, et cela signifie qu'une rémunération à hauteur du SMIC permet à l'employeur de bénéficier d'une réduction en totalité, autant, bien évidemment, elle est dégressive et à hauteur de 1,6 fois SMIC, elle est quasi nulle. Par contre, le double taux de cotisation allocation familiale permet de retenir le taux réduit de 3,45, y compris pour une rémunération équivalente au point de sortie. L'ensemble de ce dispositif-là, et notamment l'élargissement du champ des cotisations au titre de la réduction bas salaire, et le dispositif appelé zéro charge par la sécurité sociale, on observera, et on y viendra pour d'autres mesures, qu'il ne s'agit pas non plus de permettre ou d'autoriser l'entreprise à déduire des cotisations dues la totalité de celles qui sont versées aux URSSAF. Je pense notamment ici au dû, toujours pour les entreprises qui rempliraient les conditions légales, de la contribution versement de transport. Pénibilité, cette notion de pénibilité a toujours été inscrite par la loi dans le cadre de 2 lois afférentes aux réformes des retraites, 2010 puis 2014. De quoi s'agit-il? Permettre aux salariés de se soustraire totalement ou partiellement d'un facteur de pénibilité. De quelle manière? Mesure, bien évidemment, de seuil réglementaire et en même temps acquisition de points. Acquisition de points qui vont autoriser ce salarié, une fois que leur nombre est suffisant, soit dans une première étape à suivre une formation afin d'occuper un nouveau poste moins pénible ou avec une absence totale de pénibilité, soit réduire le temps d'activité sur le poste pénible tout en bénéficiant d'une compensation financière pour la durée du temps de non-travail, soit également à terme acquérir un certain nombre de trimestres l'autorisant à partir beaucoup plus tôt à la retraite. Devant la difficulté de mise en œuvre de ce dispositif-là, le gouvernement a souhaité une entrée en vigueur partielle de la loi. Si cette dernière définit 10 facteurs de pénibilité, seuls 4 d'entre eux devront être rigoureusement appréciés et mesurés par l'entreprise. Il s'agit de l'activité en milieu hyperbare, du travail de nuit, du travail en équipe successive et alternante, et enfin du travail répétitif. Les 6 suivantes verront le jour et devront être observées par l'entreprise à compter du 1er janvier prochain. Il s'agit en l'occurrence du travail en manutention, l'exigence de posture pénible, de la vibration mécanique, de l'exposition à des agents chimiques, du bruit et, pour dernier facteur de pénibilité fixé par la loi, l'exposition à des températures extrêmes. En globalité, le salarié ne pourra
acquérir que 100 points au cours de l'année, à titre de 4 points par an. Alors 100 points, pardon, pas au cours de l'année, mais au cours de sa carrière professionnelle, et 4 points par année en cas de mono-exposition, et le double en cas de poly-exposition. Les 20 premiers seront consacrés au suivi d'une formation, sauf pour certaines générations proches de l'âge de la retraite qui pourront les consacrer à un départ anticipé. Les points suivants pourront être consacrés, eux, à la réduction du temps de travail avec une compensation financière. Enfin, en dernier lieu, et pour l'acquisition jusqu'à 8 trimestres, soit 2 années, on pourra bien évidemment les mobiliser pour un départ anticipé à la retraite. Alors, en dehors de ces obligations nouvelles de mesure des seuils réglementaires, qui sont différenciants, mais qui sont caractérisés tant par l'intensité que par la durée d'exposition, eh bien, l'attribution de points va nécessiter un financement. 2 types de cotisations entrent en vigueur. La première, à partir de 2017, pour l'ensemble des entreprises, qu'elles connaissent ou non un facteur de pénibilité, et toutes les entreprises, quel que soit l'effectif, quel que soit le secteur d'activité, seront redevables à partir du mois de janvier 2017 d'une contribution mensuelle de 0,01% de la masse salariale. Auparavant, une cotisation spécifique versée au titre des rémunérations des salariés exposés, et uniquement pour ces rémunérations-là, sera due par les entreprises annuellement, en l'occurrence pour les premières d'entre elles à compter de janvier 2016, au titre des rémunérations versées en 2015. Ce taux en cas de mono-exposition est de 0,10% des rémunérations versées aux salariés pour lesquels a été constatée la présence d'un facteur de pénibilité, et le taux est doublé à hauteur de 0,20 en cas de poly-exposition. Les rémunérations versées en 2016 pour ces salariés-là seront également assujetties à une cotisation patronale à hauteur de 0,10 et 0,20, et ces mêmes taux seront doublés à partir de 2017. Alors, pour connaître les salariés connaissant un facteur de pénibilité ou exposés à un de ces facteurs de pénibilité, l'employeur devra délivrer une fiche d'exposition après en avoir mesuré le dépassement des seuils réglementaires, et uniquement en cas de dépassement de seuil réglementaire, aux salariés exposés, à la CARSAT qui déterminera le nombre de points à attribuer, mais également à destination de la médecine du travail qui doit connaître les facteurs existants dans l'entreprise. Les cotisations que nous avons citées à l'instant seront portées, comme toutes celles qui financent la sécurité sociale, sur le déclaratif DUX. Enfin, c'est un site de la CARSAT qui permettra aux salariés de consulter et de mobiliser les droits ainsi acquis. Peu d'entreprises ne reçoivent pas des stagiaires, et il est assez fréquent de se voir adresser un certain nombre de candidatures à la réalisation d'un stage. La loi du 10 juillet 2014 encadrant l'accueil des stagiaires dans l'entreprise fixe un certain nombre de nouvelles règles et en l'occurrence revalorise la gratification qui leur sont versées. Cette valorisation est fonction de la date de conclusion de la convention de stage. Ainsi, pour toutes les conventions de stage signées au plus tard le 30 novembre 2014, la gratification qui est déterminée en fonction du nombre d'heures de présence du stagiaire dans l'entreprise est de 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale. Les conventions conclues du 1er décembre dernier au 31 août prochain donnent lieu au versement d'une gratification de 13,75% du plafond horaire de la sécurité sociale. Enfin,
toutes celles qui seront conclues à compter du 1er septembre 2015 donneront lieu au versement d'une gratification équivalente à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Le nouveau cadre légal oblige dorénavant les entreprises accueillant un stagiaire, et lorsque les conditions de versement sont remplies, notamment relativement à la durée qui doit être au moins égale de 2 mois, un versement mensuel, et ce dès le premier mois. Il ne sera plus permis une remise de cette gratification, un versement de cette gratification au terme de la durée totale du stage. Par ailleurs, une exigence de déclaration sur le registre unique du personnel oblige les entreprises à consacrer à ce support une partie de son contenu à la déclaration des stagiaires. Alors, quelques difficultés, en l'occurrence, ont pu survenir dans les premiers mois de la mise en œuvre de ce nouveau cadre juridique, et notamment relativement à la détermination du niveau de franchise de la gratification. Dorénavant, et le décret est assez clair, en l'occurrence, la gratification à verser tient compte du nombre d'heures de présence du stagiaire au sein de l'entreprise. Ainsi, pour un stage se déroulant au mois de janvier 2015, pour lequel le stagiaire est présent à raison de 7 heures par jour et du lundi au vendredi, voilà, merci. À supposer que, bien évidemment, le nombre d'heures réalisées au cours du mois est de 147 heures, la gratification à verser à raison de 3,30 € par heure de présence sera au mois de janvier de 85,10 €, au mois de février, comptant une vingtaine de jours, 462 € et au mois de mars de 508 €. Il est admis un lissage du versement de cette gratification qui permettra de percevoir pour le stagiaire un montant régulier pour toute la durée du stage, en l'occurrence par la réalisation d'une moyenne. Vous avez à l'écran le tableau qui conduit à un montant moyenné mensuel de 485 €. Alors, la franchise, c'est-à-dire cette part de gratification qui va échapper à un certain nombre de cotisations, est déterminée après une certaine durée d'hésitation de la part de l'administration sociale, est déterminée à hauteur de la gratification due par l'entreprise. Bien évidemment, rien n'interdit à l'organisme d'accueil de verser une gratification qui soit plus élevée. Cette dernière est peut-être déjà déterminée par la convention de stage qui est conclue avec l'établissement d'enseignement. Il conviendra de respecter rigoureusement la clause fixant la gratification, néanmoins, néanmoins la franchise, elle, sera toujours déterminée à raison du nombre d'heures réelles de présence du stagiaire au sein de l'entreprise. Le décret arrêtant le nombre de stagiaires pouvant être accueillis en même temps sur une même semaine civile par l'organisme d'accueil n'a pas été publié à ce jour. Des informations dont nous disposons, cette limite devrait être de 3 stagiaires pour une entreprise qui compte moins de 30 salariés, à un taux proraté de 10% de l'effectif pour les entreprises qui comptent 30 salariés et plus. Pour la première fois à notre connaissance, le cadre juridique instaure des sanctions pénales en cas de non-respect d'un certain nombre de règles, dont celle de la limite maximum du nombre de stagiaires,
au sein de l'entreprise au cours de la même semaine civile. Par ailleurs, ces sanctions sont applicables en cas d'inobservation des règles relatives au temps de repos, au temps de présence et aux périodes de congé, le cas échéant. La loi fixe la sanction à 2 000 € par infraction constatée. Il s'agit d'une amende forfaitaire assez forte, puisqu'elle est même supérieure à une amende due pour une contravention de 5e catégorie. Le fait que l'entreprise encourt cette sanction par infraction constatée, cela signifie qu'il peut y avoir autant d'amendes qu'il y a de stagiaires concernés par l'inobservation de l'une ou l'autre règle, voire les deux en même temps. Enfin, quelques éléments sur la portabilité de la prévoyance. Vous avez connu l'année dernière un nouveau mode de financement de la complémentaire santé qui autorise l'entreprise, ou même qui rend obligatoire pour l'entreprise, la nécessité de mettre en œuvre une gratuité de cette complémentaire santé. Les choses se font en 2 étapes. 2014, complémentaire santé. 2015, prévoyance. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire en sorte que le salarié, remplissant les conditions requises par la loi pour le bénéfice d'une continuité de sa couverture prévoyance, puisse bien évidemment y prétendre, mais en même temps, ça puisse être une absence totale d'incidence financière pour ce qui le concerne. Alors, à compter du 1er juin prochain, la loi prévoit une gratuité pour le salarié du financement de sa prévoyance. Qu'est-ce à dire? Eh bien, au moment de la réalisation du solde du compte, il ne sera plus possible de demander au salarié une participation au financement de ce contrat de prévoyance. La durée, elle, est portée de 9 à 12 mois. Elle est beaucoup plus longue. Différents modes de financement, 2 essentiellement: mutualisation, impact financier pour les salariés toujours présents et actifs dans l'entreprise, et en l'occurrence, par partage avec l'employeur, eh bien, supporter le mode de financement des salariés pour lequel la portabilité a été mise en œuvre, ou alors gratuité, mais que lorsqu'on évoque gratuité, c'est en même temps de la mutualisation, c'est en même temps, bien évidemment, la possibilité pour l'employeur de prendre à sa charge la totalité des frais financiers, permettant le bénéfice de prestations relatives à la prévoyance ultérieurement, comme pour la santé précédemment, et bien pour le salarié, de telle sorte que, en ce qui concerne ce dernier, il n'y a plus aucune contribution au financement des prestations à venir. L'objectif étant que le salarié ne puisse plus être en mesure de refuser cette portabilité. Le refus sera total, aussi bien pour la santé que pour la prévoyance. Pour cette dernière, et dans la mesure où la loi entre en vigueur au 1er juin prochain, c'est l'accord national interprofessionnel amendé du 11 janvier 2008 qui constitue toujours la base légale et juridique de ce mode opératoire qui est la portabilité. Et jusqu'au 31 mai, bien évidemment, il a toujours la possibilité de refuser la portabilité de la prévoyance. Au-delà, ça ne sera plus permis et elle sera ouverte à tous les salariés, de manière à ce que plus aucun d'entre eux ne puisse, le cas échéant, échapper à ce droit-là. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les réformes de l'année 2015. 4 dossiers essentiellement et 4 thèmes essentiellement. Vous avez toujours la possibilité de poser vos questions via le chat. Cette fenêtre sera encore ouverte pendant quelques minutes et nous vous adresserons les réponses à vos interrogations dans les prochains jours. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.